Il y a des noms que tout le monde connaît. Apple, Amazon, Google, Tesla. Ces géants façonnent nos vies quotidiennes. Mais derrière eux, dans l'ombre, une entreprise détient des parts dans presque toutes ces entreprises. Cette entreprise ne fabrique rien. Elle ne vend rien au grand public. Pourtant, elle gère plus d'argent que la plupart des pays du monde. Son nom, BlackRock. Créé en 1988 par Larry Fink, BlackRock est aujourd'hui le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète. Ses clients, ce sont des fonds de pension, des gouvernements, des banques et même indirectement vous et moi. Car derrière votre assurance vie, votre retraite, vos économies, vos ETF, il y a de fortes chances que l'argent passe par BlackRock. Certains y voient un pilier indispensable de la finance mondiale. D'autres, un monstre tentaculaire, trop puissant pour être contrôlé. Influence économique, rôle politique, impact sur le climat, BlackRock est partout, mais presque invisible. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire, le pouvoir, les secrets et les controverses du plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Bienvenue dans les coulisses de BlackRock. Nous sommes à la fin des années 1980. À New York, le cœur financier du monde bat plus fort que jamais. Wall Street vit au rythme des traders, des ordinateurs naissants et de l'argent qui circule à une vitesse folle. Mais derrière cette effervescence, une ombre plane. Les crises se succèdent. En 1987, le lundi noir provoque la plus grande chute boursière depuis 1929. Des milliards de dollars disparaissent en quelques heures. Un rappel brutal, la finance mondiale est vulnérable. C'est dans ce contexte qu'émerge un homme, Larry Fink. À 35 ans, ce banquier de la prestigieuse First Boston Bank a tout pour réussir. Brillant, respecté, il a déjà rapporté des milliards à son employeur. Mais en 1986, sa carrière bascule. Une erreur d'évaluation sur le marché obligataire. Une perte de 100 millions de dollars. Pour Larry Fink, c'est une humiliation. Il perd la confiance de ses supérieurs et son poste. Mais il gagne quelque chose de bien plus précieux, une leçon. Désormais, il est convaincu. La finance doit être autre chose qu'un pari risqué. Il faut la comprendre, la modéliser, la contrôler. Et pour cela, il faut utiliser les ordinateurs. Un outil encore sous-estimé dans la finance des années 80. En 1988, Larry Fink s'entoure de 7 partenaires. Dans un petit bureau new-yorkais, il fonde une société discrète sans éclat. Son nom, BlackRock. Leur ambition, réinventer la gestion d'actifs grâce à une approche inédite. L'idée est simple mais révolutionnaire. Placer l'analyse du risque au cœur de chaque décision d'investissement. Ne plus seulement chercher le profit, mais chercher d'abord la sécurité. Pour atteindre cet objectif, il développe un logiciel unique au monde. Il l'appelle Aladdin. Derrière ce nom se cache une plateforme informatique capable de simuler des milliers de scénarios financiers en temps réel. Un outil qui permet de voir avant les autres où se cachent les dangers et les opportunités. Aladdin devient rapidement l'arme secrète de BlackRock. Les clients affluent. Des fonds de pension, des banques, des assurances. Tous veulent profiter de cette expertise nouvelle. En quelques années, la petite société se fait un nom. Alors que d'autres fonds spéculent et prennent des risques insensés, BlackRock se distingue par sa prudence, sa rigueur et sa capacité à rassurer ses clients. Larry Fink a transformé son échec personnel en modèle économique. Et ce modèle va propulser BlackRock au sommet de la finance mondiale. D'une erreur à un empire, l'histoire ne fait que commencer. En 1988, BlackRock démarre avec quelques millions de dollars sous gestion. Aujourd'hui, c'est plus de 9000 milliards. 9000 milliards. Un chiffre vertigineux, presque impossible à concevoir. Pour comprendre, comparons. Le produit intérieur brut de la France, c'est environ 3000 milliards. Celui de l'Allemagne, autour de 4000. Le Japon, 5000. Autrement dit, BlackRock gère à lui seul plus d'argent que la plupart des grandes nations du monde. Mais déjà, qu'est-ce que ça signifie gérer des actifs? Contrairement à une banque, BlackRock ne prête pas son propre argent. Il investit l'argent des autres. Celui des fonds de pension, des assurances, des gouvernements et indirectement le vôtre. Prenons un exemple simple, celui des retraites. Aujourd'hui, la France a un système de retraite par répartition. Cela veut dire que ceux qui travaillent maintenant cotisent pour payer les retraites de ceux qui sont retraités actuellement. Contrairement à la France, d'autres pays comme l'Angleterre ou les États-Unis ont un système de retraite par capitalisation. Cela veut dire tout simplement que ces cotisations sont placées dans un fonds de pension. Et ce fonds confie souvent ses milliards à BlackRock. On peut aussi prendre le cas des ETF. Beaucoup des ETF qu'on achète sont gérés par BlackRock. Donc sans le savoir, vous êtes déjà, ou plutôt nous sommes déjà clients de ces géants invisibles. BlackRock place cet argent dans des actions, des obligations, de l'immobilier ou même des infrastructures. Son portefeuille est tentaculaire. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Pfizer, Exxon, Nestlé, Coca-Cola, enfin, toutes les plus grosses entreprises qui existent. Les plus grandes entreprises du monde comptent BlackRock parmi leurs principaux actionnaires. Attention, ça ne veut pas dire que BlackRock possède ces entreprises. Être actionnaire, c'est détenir une part du capital.
Et quand on détient une part, même petite, on a aussi un droit de vote lors des assemblées générales. Et c'est là que réside le pouvoir. Imaginez, lorsque BlackRock prend la parole, il représente parfois 5, 6, 7% des actions d'une société. Une voix qui peut peser dans les décisions stratégiques. Pas assez pour diriger, mais assez pour influencer. À l'échelle d'une seule entreprise, cela peut sembler limité. Mais quand vous avez des parts dans pratiquement toutes les multinationales, votre influence devient systémique. Vous ne contrôlez pas une société, vous pesez sur l'économie mondiale. Et malheureusement ou heureusement, cette puissance ne cesse de croître, car à chaque crise, BlackRock sort renforcé. En 2008, lors de la crise financière, puis en 2020 avec la pandémie. Les gouvernements et les banques centrales se tournent vers lui pour gérer ces milliards d'actifs toxiques. Résultat, BlackRock élargit encore son empire. Aujourd'hui, certains économistes parlent de BlackRock comme d'une banque centrale de l'ombre. Une institution qui, sans émettre de monnaie, a pourtant un poids comparable à celui de la Réserve fédérale américaine ou de la Banque centrale européenne. Mais comment une société privée a-t-elle pu acquérir un tel pouvoir? La réponse tient en deux mots: taille et confiance. Plus BlackRock grossit, plus les clients affluent. Plus les clients affluent, plus BlackRock grossit. Un cercle sans fin qui renforce son influence. En 30 ans, BlackRock est passé de start-up new-yorkaise à gestionnaire d'actifs incontournables. Un mastodonte si vaste que certains affirment que si BlackRock toussait, les marchés mondiaux s'effondreraient. 9 000 milliards de dollars. Un portefeuille tentaculaire, une voix dans toutes les grandes entreprises. Voilà la véritable puissance de BlackRock. Pas de contrôle direct, mais une influence diffuse, omniprésente, et ce n'est encore que le début. Derrière le succès de BlackRock, il existe une arme secrète, un système informatique unique au monde, son nom Aladdin. Mais attention, Aladdin ce n'est pas le génie de la lampe magique. Ici Aladdin c'est l'acronyme de Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network, un réseau gigantesque capable d'analyser des marchés financiers à une échelle colossale. Créé dans les années 90, Aladdin était à l'origine un simple outil pour mieux gérer les risques. Mais au fil du temps, il est devenu le cerveau invisible de la finance mondiale. Aujourd'hui, plus de 200 institutions dans le monde utilisent Aladdin. Des banques, des fonds de pension, des compagnies d'assurance et bien sûr BlackRock lui-même. Au total, ce système supervise plus de 20 000 milliards de dollars d'actifs, presque 2 fois le PIB des États-Unis. Concrètement, que fait Aladdin? Il analyse en permanence des millions de données. Les taux d'intérêt, les cours de bourse, les prix du pétrole, l'évolution du climat, les guerres, les pandémies. Tout ce qui peut influencer l'économie mondiale. Grâce à sa puissance de calcul, il peut simuler des milliers de scénarios. Par exemple, que se passe-t-il si le prix du pétrole s'effondre? Si une guerre éclate au Moyen-Orient? Si une pandémie mondiale paralyse l'économie? Aladdin propose des réponses et oriente les décisions d'investissement. En d'autres termes, Aladdin c'est une sorte de tour de contrôle invisible de la finance. Un système qui observe, calcule et anticipe, et dont les recommandations influencent directement des milliards de décisions à travers le monde. Pour ses défenseurs, c'est une révolution. Aladdin réduit les risques, évite les catastrophes, sécurise l'épargne des citoyens. Pour ses détracteurs, c'est tout l'inverse, car concentrer autant de données et autant de pouvoir dans une seule machine revient à confier les clés de l'économie mondiale à une boîte noire. Imaginez un instant qu'une erreur de calcul se glisse dans Aladdin, qu'un bug ou une mauvaise donnée influence ses recommandations. L'impact ne se limiterait pas à une seule banque ni à un seul pays, mais à l'ensemble du système financier mondial. Cette dépendance inquiète, car si Aladdin s'arrête, c'est tout un pan de l'économie mondiale qui perd son filet de sécurité. BlackRock possède donc un outil que certains comparent à une arme nucléaire financière. Invisible, silencieuse, mais capable de déclencher un effet domino planétaire. Et comme expliqué précédemment, Aladdin n'est pas seulement un outil interne. En conseillant d'autres institutions, il rend BlackRock encore plus incontournable. Car ceux qui utilisent Aladdin dépendent de BlackRock pour comprendre leurs propres investissements. Un système qui voit tout, qui analyse tout, qui conseille tout le monde. Aladdin, c'est la véritable colonne vertébrale de BlackRock. Un logiciel qui à lui seul symbolise l'ambition et le danger d'un monde où la finance repose sur une plateforme de big data. BlackRock n'est pas seulement un gestionnaire d'actifs, c'est aussi un conseiller. Et ce rôle lui donne un accès direct aux plus hautes sphères du pouvoir. En 2008, lorsque la crise financière frappe le monde, les États et les banques centrales paniquent. Les marchés s'effondrent, des milliards d'actifs deviennent toxiques. J'ai déjà fait une vidéo sur la crise financière de 2008. Si vous voulez en savoir plus, je vous la mets en description. Une fois que la crise a eu lieu, les États et les banques ne savaient pas quoi faire. Et devinez à qui ils ont confié le nettoyage? À BlackRock. Larry Fink et son équipe se retrouvent aux côtés de la Réserve fédérale américaine pour évaluer, racheter et gérer les actifs à risque.
En pleine tempête, BlackRock apparaît comme un pompier, mais aussi comme un acteur qui profite de la crise pour renforcer son pouvoir. Rebelote en 2020. La pandémie paralyse l'économie mondiale. Encore une fois, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne font appel à BlackRock pour gérer les programmes d'urgence massifs. Des centaines de milliards de dollars. Pour certains, c'est une évidence. Qui d'autre que BlackRock possède les outils, les données et l'expérience pour gérer de telles sommes. Mais pour d'autres, cela pose une question inquiétante. Un acteur privé peut-il et doit-il conseiller les États et les banques centrales qui sont censés réguler ce même acteur? Ça, c'est une bonne question. Les critiques parlent de conflit d'intérêts. Car en étant à la fois juge et partie, BlackRock se retrouve dans une position paradoxale. D'un côté, il conseille les gouvernements, de l'autre, il investit pour ses clients dans les mêmes secteurs. Cette proximité est renforcée par un phénomène connu, la porte tournante. De nombreux anciens responsables politiques rejoignent BlackRock. Et inversement, certains cadres du groupe obtiennent ensuite des postes stratégiques dans les gouvernements. En Europe, par exemple, la Commission européenne a déjà confié à BlackRock des missions de conseil, notamment sur la finance durable. Une décision vivement critiquée par des ONG et des parlementaires. Car comment demander à un investisseur géant du pétrole et du charbon de conseiller sur la transition écologique? En France aussi, BlackRock a été au cœur des polémiques. Son rôle présumé dans la réforme des retraites a suscité des débats et même des manifestations. Pour beaucoup, BlackRock incarne l'ingérence d'une puissance financière étrangère dans les affaires sociales et nationales. Mais au-delà de la France ou de l'Europe, l'influence de BlackRock est mondiale. Ses recommandations au gouvernement, son accès aux décideurs, son expertise mise en avant lors des crises, tout cela renforce son statut d'acteur géopolitique, pas une nation, pas une banque centrale, mais une force transnationale. BlackRock n'a pas d'armée, pas de territoire et pourtant son pouvoir rivalise avec celui des États. Il agit dans l'ombre à travers ses conseils, ses réseaux et ses investissements. Certains voient en lui un allié indispensable pour stabiliser le monde. D'autres, une menace pour la souveraineté des peuples. Une chose est sûre, quand les gouvernements eux-mêmes demandent conseil à BlackRock, cela change profondément l'équilibre entre pouvoir politique et pouvoir financier. Dans ses discours officiels, BlackRock se présente comme un acteur engagé pour la planète. Larry Fink, son PDG, en a même fait une signature. Chaque année, sa lettre aux investisseurs insiste sur l'urgence climatique et sur la nécessité d'une finance durable. En apparence, son message est clair. BlackRock veut utiliser son immense pouvoir financier pour accélérer la transition écologique. Moins de charbon, plus d'énergie renouvelable, des investissements respectueux de l'environnement. Mais derrière les slogans, la réalité est plus nuancée. Car BlackRock reste l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans le pétrole, le gaz et même le charbon. Selon plusieurs ONG, des fonds gérés par BlackRock détiennent encore des milliards de dollars dans les entreprises les plus polluantes de la planète. ExxonMobil, Chevron, BP, Total Energy, tous comptent BlackRock parmi leurs principaux actionnaires. En clair, d'un côté, l'entreprise affirme vouloir sauver la planète, de l'autre, elle continue de financer massivement ceux qui l'endommagent. Une contradiction qui alimente les critiques. Pour se défendre, BlackRock avance un argument simple. Nous gérons l'argent de nos clients, ce sont eux qui choisissent où investir. Nous ne faisons qu'exécuter leurs demandes. Une justification qui soulève elle aussi des débats. Car avec son poids colossal dans les assemblées générales, BlackRock pourrait influencer les décisions stratégiques de ces géants pollueurs. Il pourrait voter contre de nombreux projets pétroliers ou exiger des plans de transition énergétique plus ambitieux. Mais trop souvent, il choisit l'abstention. Résultat, pour les militants écologiques, BlackRock n'est pas un leader de la finance verte. C'est un frein, un acteur qui parle beaucoup mais qui agit trop peu. Cette ambiguïté n'empêche pas BlackRock de surfer sur la vague ESG. Ces fameux investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance, devenus très populaires. Des produits financiers vendus comme responsables, mais qui dans la pratique incluent encore souvent des entreprises polluantes. Et c'est là que réside tout le paradoxe. BlackRock, par sa taille, pourrait réellement transformer l'économie mondiale vers plus de durabilité. Mais en cherchant à plaire à la fois aux investisseurs soucieux de rentabilité et à ceux qui veulent sauver la planète, il reste conscient de deux mondes. Ce double discours alimente la méfiance, car au fond la question reste entière. BlackRock est-il un acteur sincère de la transition écologique ou simplement un maître de la communication verte? BlackRock, ce nom peut sembler lointain, presque abstrait. Un géant de la finance que l'on imagine dans les gratte-ciel de New York, loin de nos vies de tous les jours. Et pourtant, même sans le savoir, vous avez probablement déjà un lien direct avec lui. En tout cas, si vous investissez. Que ce soit votre retraite, votre assurance vie, vos économies à la banque, il est fort possible qu'une partie de cet argent transite par BlackRock. Prenons un exemple. Vous gagnez bien votre vie et vous décidez de cotiser dans un fonds de pension supplémentaire. Ce fonds, pour sécuriser et faire fructifier l'épargne de millions de personnes, confie une partie de ces milliards à BlackRock. Sans le savoir, vous devenez un client de BlackRock. Même chose pour n'importe quel salarié qui place de l'argent sur une assurance vie.
La compagnie d'assurance cherche à investir ses fonds et là encore, elle fait appel à BlackRock pour les gérer. Ou encore un autre exemple, vous décidez d'investir en bourse et vous entendez parler des ETF. Vous décidez alors d'investir dans les ETF. La plupart des grands ETF appartiennent à BlackRock, directement ou indirectement. Ce système touche des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Aux États-Unis, en Europe, en Asie, en France, BlackRock est l'ombre discrète derrière les économies de toute une génération. Mais cette présence n'est pas neutre car les choix d'investissement de BlackRock influencent non seulement les marchés financiers, mais aussi la vie quotidienne des citoyens. Quand BlackRock investit massivement dans l'immobilier, cela peut contribuer à faire grimper les prix des logements. Quand il finance les énergies fossiles, cela ralentit la transition écologique. Quand il mise sur des entreprises technologiques, cela renforce encore leur domination dans nos vies numériques. En d'autres termes, ce géant invisible a un impact sur la facture que vous payez, sur l'air que vous respirez, sur la retraite que vous toucherez demain. Et tout cela sans que vous n'ayez jamais signé directement avec lui. Sans même que vous connaissiez son nom, votre agent travaille pour BlackRock. BlackRock n'est donc pas seulement une histoire de chiffres et de marché. C'est aussi une histoire intime, celle de notre épargne, de nos retraites, de nos maisons, de notre avenir. Un acteur que nous ne voyons pas, mais qui d'une certaine façon est déjà entré dans nos vies. Mais quand même, vous pouvez vous rassurer, la France n'est pas vraiment le premier client de BlackRock, même s'il commence un peu à venir tâter le terrain. Avec une telle taille et une telle influence, BlackRock attire forcément les critiques. Pour certains, il est l'incarnation même d'un capitalisme sans limite. Un acteur privé trop grand, trop puissant et surtout trop discret. Les ONG écologistes lui reprochent son double discours. Derrière ses promesses de finances vertes, BlackRock reste l'un des premiers investisseurs mondiaux dans les énergies fossiles. Un géant schizophrène, disent certains, entre communication et réalité. D'autres critiques portent sur la concentration du pouvoir, car en étant présent dans quasiment toutes les grandes entreprises, BlackRock se retrouve dans une position unique. Il est partout mais il n'a de compte à rendre à personne, sinon à ses clients investisseurs. Une puissance économique sans contrôle démocratique. Ses liens avec les gouvernements inquiètent aussi. Quand la Commission européenne confie à BlackRock une mission de conseil sur la finance durable, ou quand la Réserve fédérale américaine lui délègue la gestion d'actifs toxiques, des voix s'élèvent pour dénoncer des conflits d'intérêts flagrants. Enfin, certaines personnes redoutent tout simplement le risque systémique. Si BlackRock venait à connaître une défaillance, si son système Aladdin était victime d'une panne ou d'une erreur, c'est toute l'économie mondiale qui pourrait vaciller. Mais face à ces critiques, il existe aussi des soutiens, et ils sont nombreux. Pour ces défenseurs, BlackRock n'est pas une menace. C'est au contraire un stabilisateur. Son expertise, sa puissance de calcul et sa prudence dans les investissements auraient permis d'éviter bien des catastrophes financières. Dans les périodes de crise, BlackRock est vu comme un pompier capable d'éteindre l'incendie. 2008-2020, à chaque fois il a été sollicité parce que personne d'autre n'avait les moyens de gérer de tels volumes d'actifs. Certains estiment même que BlackRock est un mal nécessaire. Un acteur incontournable né de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie. Plutôt que de le critiquer, disent-ils, mieux vaut s'en servir pour accompagner les transitions sociales et écologiques. En résumé, pour les uns, BlackRock c'est un colosse incontrôlable qui menace la démocratie et l'avenir de la planète. Pour les autres, c'est un outil puissant, imparfait certes, mais indispensable au fonctionnement du système financier actuel. Entre critique et soutien, entre crainte et espoir, une chose est sûre, BlackRock ne laisse personne indifférent et son influence continuera de grandir, à moins qu'un jour les États ne décident de lui fixer des limites. BlackRock, un nom qui, il y a encore quelques années, n'évoquait rien pour le grand public et qui pourtant aujourd'hui incarne l'un des plus grands pouvoirs financiers de notre époque. En retraçant son histoire, nous avons vu comment une petite société de gestion d'actifs est devenue un empire planétaire, comment elle est entrée dans les coulisses du pouvoir, comment elle influence l'économie, la politique et même notre vie quotidienne. BlackRock est partout sans jamais se montrer, dans nos retraites, dans nos assurances, dans les entreprises qui façonnent notre monde, une présence invisible mais déterminante. Alors que penser faut-il voir en BlackRock un allié indispensable capable d'apporter stabilité et expertise dans un monde incertain, ou au contraire un géant trop puissant dont l'influence menace la démocratie et la souveraineté des peuples? La vérité se trouve peut-être entre les deux. BlackRock n'est ni un monstre ni un sauveur, c'est un acteur de son temps, né de la mondialisation, de la financiarisation et de notre dépendance croissante au marché. Mais une question essentielle demeure. Qui contrôle ces géants? Les États ont-ils encore les moyens de réguler une telle puissance? Et surtout, voulons-nous qu'ils le fassent? Car derrière BlackRock, il y a nous, nos épargnes, nos retraites, nos choix collectifs. Si nous exigeons une finance plus responsable, plus transparente, plus durable, alors peut-être que ces géants devra s'adapter. L'histoire de BlackRock n'est pas seulement celle d'une entreprise, c'est l'histoire de notre époque.
Une époque où la finance dépasse les frontières, où l'argent devient un pouvoir invisible. Reste à savoir si demain nous serons capables d'écrire la suite de cette histoire, ou si ce seront encore une fois les gens qui le dicteront à notre place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, investissez intelligemment.